Au sommet d'un village de montagne oublié par le temps, les hivers sont longs et les hommes peu nombreux. Les jours passent au rythme lent des saisons, des traditions et des histoires chuchotées au coin des âtres de pierre. Là-haut, entouré de forêts épaisses et de crêtes déchiquetées, le village de Saint-Roch-sur-Brume est connu pour bien peu de choses. Peut-être pour ses légendes anciennes, peut-être pour son cimetière qui surplombe les maisons serrées comme des secrets. Et surtout, pour un chien. Un vieux chien, immense, silencieux, à la démarche lourde et solennelle. Un bouvier bernois à la fourrure noire striée de mèches grises, épaisse comme de la neige ancienne. Les anciens du village l'appellent Balthus. Les plus jeunes baissent les yeux en le croisant. Mais personne ne sait vraiment d'où il vient. On raconte qu'il est là depuis toujours. Certains jurent l'avoir vu déjà vieux, lorsque même était enfant. Ce qui est certain, c'est qu'il est là à chaque enterrement. Lorsque les cloches de l'église sonnent la fin d'une vie, lorsque les familles gravissent lentement le chemin de pierre qui monte au petit cimetière, Balthus est déjà là. Assistant droit, majestueux, il attend sans bruit, observant les hommes porter leurs morts. Il ne gémit pas, il n'aboie jamais. Mais son regard, profond, presque humain, semble tout savoir des douleurs que l'on cache. C'est ainsi qu'Élias le voit pour la première fois. Élias n'est pas un fils du pays. Il est né ici, oui, mais est parti depuis longtemps vers la ville, vers d'autres bruits, d'autres vies. Pourtant, la mort de sa mère l'a ramené au village, comme un vieux fil tendu entre les montagnes et son cœur fatigué. Le jour de l'enterrement, sous un ciel bas chargé de nuages lourds, Élias gravit le sentier du cimetière, entouré de visages connus mais devenus étrangers. Et là, au bout de l'allée bordée de croix de bois et de pierres moussues, il le voit, Balthus, assis face à la tombe fraîchement creusée, immobile. Le vent d'altitude joue dans les longues mèches de son pelage. Ses yeux, sombres et brillants, croisent ceux d'Élias avec une intensité presque insoutenable. Ce regard n'a rien de celui d'un animal ordinaire. C'est un regard ancien. Un regard qui a vu passer des générations d'hommes et de femmes, des rires et des larmes, des deuils et des renaissances. Un frisson glacé remonte le dos d'Élias. Il ne sait pas pourquoi, mais il sent que ce chien est là pour lui. Pas seulement pour sa mère, pas seulement pour la mort. Il est là pour ceux qui restent, ceux qui dérivent, ceux qui cherchent leur chemin dans l'obscurité du chagrin. Le village semblait retomber dans un silence encore plus lourd que celui des montagnes. La fine bruine d'altitude tombait sans fin, rendant les pavés sombres et luisants, comme huilés par les larmes du ciel. Élias marchait seul, sans but précis, le cœur anesthésié par la perte, les épaules voûtées par l'absence. Les ruelles étroites de Saint-Roch-sur-Brume se tordaient entre les maisons de pierre, toutes semblables, toutes refermées sur elles-mêmes. Des rideaux tirés, des fenêtres closes. Seules quelques lanternes aux flammes vacillantes résistaient à l'humidité et au vent venu des sommets. Mais derrière lui, il y avait ce bruit, discret, régulier, pas pressant, pas menaçant. Un simple glissement sur les pavés anciens, comme une respiration tranquille qui s'accordait à la sienne. Élias se retourna. Là, au détour d'une venelle étroite, se tenait Balthus. Le vieux bouvier bernois était arrêté, à bonne distance. Il ne bougeait pas, il attendait. Sa silhouette massive se découpait sur les pierres humides et ses yeux luisaient sous les reflets des réverbères, calmes, patients. Un instant, Élias hésita. Dans un autre contexte, dans une autre vie, il aurait pu s'agacer. Il aurait pu chasser ce chien inconnu d'un geste dur, le traiter comme un intrus dans ses pensées tourmentées. Mais pas ce soir, pas dans ce village où les morts ont leur place aussi sûre que les vivants. Alors il reprit sa marche. Balthus suivit. Toujours à distance, toujours silencieux. Il ne quémandait rien. Il n'attendait pas de caresses, pas de mots tendres. Il était là pour autre chose. Quelque chose qu'Élias ne comprenait pas encore, mais qui pesait autour de lui comme un vieux serment oublié. Les pas du jeune homme le menèrent, sans qu'il s'en rende compte, vers les hauteurs du village. Là où les ruelles devenaient chemin.
là où les pierres cessaient de retenir la terre et où les arbres commençaient à s'incliner sous les vents froids de la montagne. Quand il s'arrêta enfin, au bord d'un vieux muret effondré qui dominait la vallée noyée de brume, Élias sentit la présence de Balthus s'approcher. Il ne le regarda pas, mais il sentit la chaleur d'un corps vivant, l'odeur humide de la fourrure mouillée, la respiration profonde et lente d'un être ancien, tranquille face à la douleur des hommes. Il resta là longtemps, à écouter, à respirer, sans comprendre encore pourquoi ce chien l'avait suivi, sans comprendre pourquoi sa solitude n'en était plus vraiment une. Balthus ne s'imposait pas, il l'accompagnait, comme s'il connaissait les détours du chagrin, comme s'il avait déjà marché aux côtés de tous ceux qui, avant Élias, avaient eu le cœur trop lourd pour rentrer directement chez eux. Un vieux gardien invisible des âmes en dérive, un veilleur des nuits orphelines. Élias ne repousse pas le chien, il n'en a pas la force, pas l'envie non plus. Il n'y a plus rien à repousser en lui, plus rien qui résiste. La douleur a vidé ses gestes, érodé ses défenses. Alors il marche, chaque nuit, toujours plus haut, toujours plus loin des lumières tièdes du village, loin des maisons de pierre refermées sur leur sommeil et leurs secrets. Il marche sans but, ou du moins sans but conscient. Mais il n'est jamais seul. À quelques pas derrière lui, Balthus le suit. Avec cette constance troublante, avec cette fidélité silencieuse qui n'exige rien, ne réclame rien, mais qui est là, comme un souffle régulier dans la nuit froide. Le vieux bouvier bernois ne tente jamais de le dépasser. Il ne cherche pas à attirer son attention. Il n'y a ni collier autour de son cou, ni trace d'un maître quelque part. Il est libre. Et pourtant, il reste là, un veilleur, un témoin. Parfois, Élias s'arrête au détour d'un sentier, là où la forêt commence à étouffer les derniers échos du village. Il se retourne. Le chien est là, assis entre deux pierres moussues, regard levé vers lui, immobile, patient. Ils se regardent un moment, puis Élias repart. Balthus suit. Les chemins qu'ils empruntent chaque nuit sont de moins en moins familiers. Ce ne sont pas les routes que les habitants de Saint-Roch-sur-Brume utilisent. Ce sont des passages oubliés, à demi engloutis par la végétation, recouverts de lichen, mangés par les racines épaisses des sapins anciens. Des sentiers de mémoire, des sentiers de solitude. Parfois, Élias a l'impression que le sol même reconnaît les pas du chien, que les pierres s'écartent pour lui, que les bois le laissent passer sans bruit, comme si Balthus avait arpenté ces lieux bien avant lui, bien avant d'autres encore. Les nuits deviennent des rituels. Élias ne cherche plus à comprendre. Il marche parce qu'il en a besoin, parce que son corps vide a besoin d'aller quelque part, n'importe où, tant que ce n'est pas chez lui, face au mur silencieux de la maison de sa mère disparue. Et Balthus est là, présence fidèle, discrète, presque sacrée. Une nuit, au sommet d'un promontoire oublié, Élias s'arrête plus longtemps. Le vent est fort ici. Il emporte les odeurs de mousse, de pierres froides, de terre humide. Le chien se couche non loin de lui, les yeux mi-clos, comme s'il connaissait déjà les gestes du deuil, comme s'il comprenait les chemins invisibles du cœur blessé. C'est là, au milieu de rien, qu'Élias comprend que ses errances n'ont rien d'un hasard. Ces sentiers sont ceux des âmes qui cherchent à se libérer. Ces chemins appartiennent à ceux qui restent quand tout s'efface. Et Balthus est leur guide silencieux, un éclaireur des vivants égarés, un compagnon des âmes suspendu entre deux mondes. Un soir, alors que la brume rase les toits de Saint-Roch-sur-Brume et que les lanternes des ruelles semblent flotter sans attache, Élias le comprend. Ce n'est pas un chien ordinaire. Balthus marche devant lui, avec l'assurance tranquille de ceux qui connaissent les lieux mieux que les vivants eux-mêmes. Comme un vieux berger revenu sur ses terres, il ne se retourne pas, certain qu'Élias le suit. Certain aussi qu'il doit aller là où lui seul peut le guider. Le jeune homme, les mains enfoncées dans ses poches, les épaules alourdies par les jours sans sommeil, suit sans poser de questions. Il n'en a plus. Il n'a plus que les silences.
Et devant lui, les pas feutrés de Balthus dessinent une carte invisible sur les pavés humides. Il quitte les ruelles familières. Il monte, toujours plus haut, vers les endroits du village dont Élias ignorait jusqu'à l'existence. Il passe devant un banc de pierre rongé par les intempéries, à moitié enfoui sous les feuilles mortes. Personne ne s'assoit là depuis des années. Pourtant, sous la mousse, Élias devine un nom gravé, presque effacé. Un nom qu'il reconnaît, celui d'un ancien facteur, mort sans famille, qu'il croyait oublié de tous. Plus loin, Balthus s'arrête devant un vieux lavoir à sec. Le bois est noirci, les pierres fendillées. Mais là encore, des traces subsistent, des initiales gravées à la main, des cœurs discrets, des messages d'un autre temps. À chaque détour, à chaque arrêt, Élias sent un frisson remonter le long de son dos. Ce chien connaît les mémoires effacées. Il connaît les lieux oubliés des hommes, les traces abandonnées par ceux qui ont aimé, pleuré, vécu ici avant de disparaître. Élias comprend alors que Balthus ne le promène pas sans but. Il le conduit. Il lui montre les empreintes invisibles des disparus, comme s'il voulait lui rappeler que personne ne disparaît vraiment, que les âmes laissent derrière elles autre chose qu'un silence. Ils poursuivent leur marche jusqu'à une clairière secrète, encerclée par des pierres dressées, vieilles de plusieurs siècles. Là, sous la lumière blafarde de la lune, Élias devine d'anciens symboles gravés dans la roche, des marques que le temps n'a pas effacées. Balthus s'assoit, tranquille, comme s'il avait accompli son rôle pour la nuit. Élias reste debout, figé devant cette vérité qui s'impose à lui. Ce vieux chien ne guide pas seulement ses pas. Il guide son chagrin. Il l'emmène doucement, nuit après nuit, sur les sentiers des morts et des vivants mêlés. Il lui enseigne sans un mot que le deuil n'est pas un gouffre, mais un chemin. Un passage semé de vestiges, de preuves muettes que l'amour et la mémoire survivent aux pierres, aux bois fanés, aux corps disparus. Ce soir-là, dans le froid de la montagne, Élias comprend qu'il n'est pas perdu. Il est en chemin, et Balthus est son guide. Le lendemain, hanté par cette étrange promenade nocturne, Élias cherche des réponses. L'image de Balthus, assis dans la clairière des pierres dressées, le regarde encore en silence dès qu'il ferme les yeux. Ce chien sait, ce chien se souvient. Au matin, Élias redescend dans le village. Les ruelles sont désertes, balayées par le vent froid des hauteurs. Les volets sont clos, les portes grincent sous la morsure de l'hiver. Et la vie ici semble ne tenir qu'à des rituels anciens que personne n'ose briser. Il pense à une vieille silhouette qu'il a croisée lors de l'enterrement de sa mère. Un homme courbé, au béret élimé, les yeux pâles comme l'aube sur les montagnes. On dit qu'il sait des choses que les jeunes oublient, des choses que le silence protège. Il le retrouve près du lavoir abandonné. L'homme est assis là, comme s'il attendait. Élias s'approche. Ce chien, Balthus, qui est-il vraiment? Un léger sourire, presque triste, fend le visage du vieil homme. Balthus, répète-t-il, comme si le nom portait en lui un poids ancien. Ce n'est pas un chien comme les autres, c'était celui d'Augustin. Élias fronce les sourcils. Augustin! Le vieillard hoche lentement la tête. Le fossoyeur, celui qui vivait tout en haut, près des bois. Il parlait peu, vivait seul. Les gens avaient peur de lui, mais moi je savais. C'était un homme bon, un homme de respect. Il préparait les morts comme on borde un enfant pour la nuit, avec tendresse. Le vent siffle entre les pierres. Les souvenirs flottent. « Et Balthus ?» demande Élias d'une voix plus basse. Le vieil homme baisse les yeux. Quand Augustin est mort, dans son sommeil, Balthus est resté. Personne n'a pu l'approcher. Personne n'a su où il allait. Mais à chaque enterrement, il est là, depuis des décennies. Élias sent un frisson glisser sur sa nuque. Pourquoi ? Un long silence s'installe, puis d'une voix rauque, presque murmurée, parce que certains chiens, certains compagnons ne gardent pas les vivants. Ils veillent sur les âmes perdues, les âmes fatiguées. Ils les guident là où elles doivent aller. Élias reste immobile. Tout fait sens. Les marches silencieuses, les chemins oubliés, les bancs gravés, la clairière des pierres.
Balthus n'est pas un simple chien errant, il est un passeur, un guide ancien, fidèle à son maître disparu, fidèle à sa mission au-delà de la mort. L'homme se lève lentement. « Tu as perdu ta mère, garçon. Mais tant que Balthus marche à tes côtés, tu n'es pas seul. Il connaît les chemins du cœur, les sentiers des morts et des vivants qui s'entrelacent. » Élias regarde au loin. Sur le chemin de pierre, à l'ombre des vieux arbres tordus, Balthus l'attend. Assistant calme, présent, comme il l'a toujours été, comme il le sera, jusqu'à son dernier voyage. Ce soir-là, en gravissant les premiers lacets de pierre menant aux hauteurs du village, Élias comprend. Balthus ne le suit pas par hasard. Balthus l'a choisi. Il n'est pas un chien perdu ou abandonné. Il est là pour lui, pour l'ombre qu'Élias porte en lui depuis la mort de sa mère. Un fardeau invisible que lui-même ne soupçonnait pas aussi lourd, un poids qui ralentit ses pas, qui serre sa poitrine dès qu'il ferme les yeux. Balthus le ressent, il le sait, car le vieux chien ne suit que ceux dont l'âme vacille, dont les pensées errantes s'égarent au bord du précipice du chagrin. Alors Élias n'a plus peur, il ne se retourne plus pour vérifier sa présence, il marche, et Balthus est là, toujours, silencieux, à distance respectueuse mais fidèle. Ils franchissent ensemble les crêtes les plus reculées, là où les roches deviennent blanches et tranchantes, là où le vent chante comme une mémoire ancienne. Élias découvre des chemins dont il ignorait l'existence, des sentiers effacés des cartes, des passages trop vieux pour être encore empruntés par les vivants. Ils traversent une forêt de pins noueux dont les troncs courbés semblent porter le poids des âges. Parfois, Balthus s'arrête. Il lève la tête, renifle l'air, comme s'il retrouvait un repère ancien, un souvenir resté accroché aux écorces. D'autres fois, il s'assoit longuement devant une pierre fendue, une croix moussue oubliée, un banc rongé par les intempéries, autant de traces laissées par ceux qui ont un jour arpenté ces hauteurs avant de disparaître. Et plus Élias avance, plus il sent que ces lieux ont été façonnés par la douleur et l'amour mêlés. Ces endroits sont des haltes pour les âmes fatiguées, des refuges éphémères avant le dernier voyage. Balthus les connaît tous, il est leur gardien silencieux. La lune pleine éclaire leur marche, projetant des ombres démesurées sur les pierres froides. Élias sent son cœur se délester peu à peu, non pas parce qu'il oublie, mais parce qu'il comprend. La mort n'est pas un gouffre sans fin, c'est un chemin. Et sur ce chemin, certains ont la chance de croiser un guide, un veilleur des âmes, un chien au regard ancien, Balthus. Là-haut, au bout du sentier le plus escarpé, Élias devine une clairière qu'il n'a jamais vue. Une lumière étrange baigne les lieux, une paix qu'il n'a plus ressentie depuis l'enfance. Il comprend qu'il est arrivé, pas à la fin de son deuil, mais au seuil de quelque chose d'autre, un passage, une réconciliation avec ce qui est perdu. Balthus s'assoit à ses côtés. Ils regardent ensemble les montagnes endormies. Le silence n'est plus vide, il est habité. Élias ferme les yeux. Il sait qu'il pourra redescendre, qu'il ne sera plus jamais vraiment seul, parce qu'il a marché là où les vivants et les morts se frôlent, et qu'un vieux chien veille encore, discrètement, humblement, sur ceux qui cherchent leur chemin. Un soir, alors que la brume descend plus tôt que d'habitude sur les épaules de la montagne, Balthus change de rythme. Il ne marche plus seulement, il guide. Ses pattes feutrées prennent des sentiers que même Élias n'aurait jamais remarqués sans lui. Des traces à peine marquées dans l'humus humide, des passages entre les rochers couverts de lichen, des racines tordues comme des veines anciennes. Le vent est froid, le silence est plus dense que d'ordinaire, mais Élias n'hésite plus à le suivre. Il sait que ce chien l'emmène là où il doit aller. Après une longue montée, ils atteignent un replat que les arbres semblent garder comme un secret. Et là, au creux d'un recoin oublié du versant nord, se dresse une petite cabane de bois noirci, à demi mangée par le temps. Les planches d'un sont fendues, le toit éventré par endroits. La mousse a grimpé sur les murs comme un linceul vert, couvrant les cicatrices du passé. Balthus s'arrête devant la porte entr'ouverte. Il ne regarde pas Élias, il attend, comme s'il savait que cet endroit n'appartient qu'à lui, à l'homme en quête de réponse. Élias franchit le seuil.
L'air est lourd d'odeurs anciennes. Cire, papier humide, résine, tabac froid. Une lumière blafarde perce par les interstices du bois. Partout, des traces de vie. Un lit sommaire, une table bancale et surtout des carnets. Des dizaines de carnets de cuir aux pages épaisses, rassemblés sur des étagères en désordre. Ils portent des dates effacées, des noms gravés à la main, des lignes tremblantes mais soigneuses. Elias en ouvre un. Il lit. Chaque page est un fragment d'histoire, une vie racontée, une mort accompagnée. Ici, un jeune homme tombé d'un pic. Là, une vieille femme partie sans famille. Plus loin, un enfant que personne n'attendait. Le fossoyeur les a écrits tous, non pas comme un registre administratif, mais comme un témoignage, un geste d'humanité, les derniers mots pour ceux que la terre allait reprendre. Et à côté de ces histoires, des croquis maladroits, des chemins, des fleurs, des animaux croisés sur les sentiers du deuil. Elias comprend. Balthus n'est pas seulement un gardien des vivants, il est l'héritier d'un savoir ancien, celui de l'homme qui vécut ici, un fossoyeur solitaire, peut-être considéré autrefois comme un simple ou un marginal, mais qui portait une mission bien plus grande, celle d'accompagner les âmes, discrètement, humblement. Le silence de la cabane devient réconfort, il n'est plus vide, il est habité par les voix invisibles de ceux qui sont partis, mais dont la mémoire flotte entre ses murs. Balthus se couche près du seuil, tranquille. Il veille. Elias sait qu'il n'a pas fini d'apprendre, qu'il n'a pas fini de marcher, qu'il appartient désormais à ce cercle invisible des passeurs de mémoire. Il referme doucement le carnet entre ses mains et, pour la première fois depuis longtemps, il se sent prêt à vivre. Cette nuit-là, pour la première fois depuis des semaines, Elias s'endort sans lutter contre ses pensées. Il s'enfonce dans le sommeil comme on franchit un seuil ancien, porté par la fatigue des jours sans repos, des souvenirs remués, des silences trop lourds. Et il rêve, un rêve si limpide, si calme, qu'il a le goût d'un souvenir oublié plutôt que d'une invention de l'esprit. Il est enfant, au pied des montagnes, mais les paysages sont flous, baignés dans une lumière brumeuse et tendre. Devant lui se tient sa mère. Elle n'a pas l'air triste, elle n'a plus l'air malade. Ses traits sont apaisés, lavés de toutes les peines terrestres. Elle lui sourit doucement, comme elle le faisait jadis, quand il se blessait au genou ou qu'il rentrait transi de froid après avoir joué trop longtemps dehors. Mais il y a autre chose. Un mouvement derrière elle. Un pas feutré. C'est Balthus, majestueux et paisible. Il est là, debout, dans cette brume blanche qui efface les contours du monde. Ses yeux profonds croisent ceux d'Elias. Il n'a pas besoin de parler. Tout est dit dans sa présence. Il veille sur elle, il la guide, comme il l'a fait pour tant d'autres avant elle. Elias voudrait courir vers sa mère, lui dire encore 1000 choses restées suspendues au bord des lèvres depuis sa mort. Mais il comprend au fond de lui que ce n'est pas nécessaire. Elle est en paix. Elle va là où il ne peut la suivre. Pas encore. Balthus se retourne. Il s'éloigne lentement, sa grande silhouette noire et blanche effleurant la brume, comme un passeur fidèle entre les mondes. Sa mère le suit sans crainte. Elle se retourne une dernière fois vers Elias, un regard plein d'amour, un sourire léger comme un souffle, puis elle disparaît. Le rêve s'efface doucement, comme un voile qu'on replie avec soin. Quand Elias ouvre les yeux au petit matin, la lumière est pâle et douce sur le plancher de la cabane. L'air a changé, tout est pareil et pourtant tout est différent. Balthus est couché non loin de lui, les yeux mi-clos, tranquille. Il veille toujours, mais Elias sent quelque chose de nouveau. Une paix discrète, fragile, précieuse. Quelque chose en lui s'est dénoué pendant la nuit. Il respire mieux. Il se sent plus léger, non pas parce qu'il oublie, mais parce qu'il accepte. Il sait qu'il n'est plus seulement un homme en fuite devant son chagrin. Il est devenu un marcheur, un témoin, un vivant parmi les vivants et les morts. Dehors, la montagne l'attend, et le vieux chien aussi. Balthus se lève sans un bruit et s'approche. Ses yeux brillent d'une sagesse ancienne. Elias lui sourit faiblement. Il sait désormais que tant que Balthus marchera à ses côtés,
il trouvera toujours son chemin, même dans les nuits les plus noires. Les jours passent, peut-être des semaines. Le temps, là-haut, dans ces montagnes suspendues entre les ciels et les pierres, ne s'écoule plus de la même façon. Il s'efface comme les traces sur les chemins de neige fondue. Élias marche. Il explore les sentiers oubliés, les bois silencieux, les rochers aux formes étranges que la mousse a lentement avalés au fil des ans. Il n'est plus perdu, il le sent. Son chagrin est là, intact, mais il ne le submerge plus. Il s'est ancré quelque part en lui, comme une vieille cicatrice qu'on caresse parfois du bout des doigts sans douleur vive. Balthus, lui, ne l'a jamais quitté. Le vieux chien marche toujours à ses côtés, inlassable, ses grandes pattes glissant sur les pierres humides, sa silhouette noire et blanche se détachant dans la lumière pâle des sous-bois ou des crêtes balayées de vent. Élias a compris que Balthus n'est pas là pour combler un vide, il est là pour l'accompagner jusqu'au bout du chemin, jusqu'à l'endroit où l'on se retourne une dernière fois. Un soir, alors que les nuages se teintent de cuivre et d'or, Balthus prend une direction qu'il n'a jamais empruntée avec lui. Un sentier étroit, escarpé, que les hommes du village disent dangereux depuis longtemps, envahi par les pierres glissantes et les ronces. Mais Élias le suit sans hésiter. Son pas est sûr. Il sait qu'il doit voir ce qu'il y a au bout de ce chemin-là. Il monte longtemps, le vent devient plus fort, le silence plus dense. Par moments, Élias croit entendre des voix, lointaines, effacées. Peut-être les souvenirs du village en contrebas qui remontent par les failles de la montagne. Peut-être les âmes que Balthus a guidées avant lui. Enfin, ils atteignent le col. Là, la vue est vertigineuse. Le village est en contrebas, minuscule, fragile, posé au creux des montagnes comme un secret bien gardé. Les toits de l'Auze brillent faiblement sous la lumière du soir. Les ruelles serpentent comme des veines anciennes. C'est beau, terriblement beau, et silencieux. Balthus s'assoit à côté de lui, comme figé dans une attente muette. Élias comprend. C'est ici que tout s'arrête et que tout commence. Le lieu où l'on regarde sa vie derrière soi et où l'on choisit de redescendre, ou de rester en arrière, à jamais. Il reste longtemps là, à respirer l'air glacé, à écouter battre son cœur. Il pense à sa mère, aux fossoyeurs d'autrefois, à tous ceux qui sont passés par ces sentiers effacés. Puis, il pose une main sur la tête chaude de Balthus. Le vieux chien ferme les yeux, tranquille. Dans ce geste simple, il y a un serment silencieux. Celui de continuer, celui de redescendre, celui de vivre. Demain, il reprendra la route vers le village. Mais pour ce soir, il reste là, immobile, aux côtés du gardien des âmes, à regarder le monde s'endormir lentement sous lui. Au matin, il ne reste de Balthus que les empreintes de ses larges pattes dans la terre humide du sentier. Élias se redresse lentement, engourdi par la nuit passée à contempler le village endormi, là-bas, en contrebas. L'air est froid, pur, presque coupant. Balthus n'est plus là. Pas un bruit de grelot, pas un souffle rauque, pas un éclat de pelage noir et blanc entre les rochers. Mais Élias ne ressent pas d'effroi, pas de vide non plus. Il sait, Balthus n'a jamais été un simple chien errant, pas un compagnon comme les autres, attaché aux hommes par le fil court de la nourriture ou des caresses quotidiennes. Il est autre chose, une présence ancienne, discrète, fidèle au-delà des frontières visibles. Un passeur de mémoire. Un guide silencieux pour ceux qui marchent dans l'obscurité de leur chagrin, sans savoir comment retrouver leur chemin. Élias se lève et scrute l'horizon. Les montagnes se dressent, immobiles, éternelles. La lumière dorée du petit matin glisse sur les crêtes, caresse les pierres moussues, effleure les sentiers oubliés. Tout semble paisible. Mais dans cette paix, Élias sent une force plus vaste que lui, un souffle ancien qui traverse les vallées, s'attarde dans les ruelles pavées du village, veille sur les vivants et les morts. Balthus appartient désormais à cela, à la montagne, à la mémoire profonde de ces lieux où les hommes ne sont que des passages furtifs. Les maisons se construisent, se vident, les générations s'effacent, les visages se perdent, mais lui, le vieux chien, continue son œuvre invisible. Élias prend le chemin du retour.
ses pas sont plus assurés, ses épaules moins lourdes. Chaque détour du sentier lui rappelle les nuits partagées avec Balthus. Chaque pierre, chaque arbre, chaque vieux banc abandonné au détour d'un chemin est empreint de cette présence discrète mais immuable. Quand il rejoint le village, personne ne l'interroge. Ici, les anciens savent qu'il y a des choses qu'on ne dit pas, des silences qu'on respecte. Mais certains croient apercevoir un sourire plus calme sur son visage, un regard plus profond. Le temps passe. Elias restaure la vieille cabane du fossoyeur, là-haut, à la lisière des bois. Il y monte parfois, au crépuscule, déposer une fleur, relire un carnet oublié ou simplement écouter le vent qui chuchote des noms oubliés. Et, certains soirs, quand le brouillard recouvre les toits et que les cloches lointaines résonnent dans la vallée, un vieux bouvier bernois est aperçu, là-haut, sur la crête. Silhouette immobile, gardien fidèle, veilleur des âmes perdues, Balthus. Elias ne le reverra sans doute jamais vraiment, mais il sait. Il n'est jamais très loin, dans le souffle du vent, dans les ombres bienveillantes des sentiers, dans le cœur de ceux qui cherchent encore leur chemin à travers la nuit, car certains chiens n'appartiennent pas aux hommes, ils appartiennent à l'éternité.